Bonjour à tous et à toutes, ici Marwan et bienvenue sur la suite de la quête sur les moteurs de jeu. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à voir comment implémenter un gestionnaire d'entrée utilisateur dans notre moteur de jeu. Alors ici, on va s'intéresser à implémenter donc un gestionnaire d'input à un haut niveau plutôt. Donc on va pas voir les entrées utilisateurs à un bas niveau, notamment en utilisant l'API Windows qui va être beaucoup plus bas niveau pour pouvoir gérer les entrées utilisateurs. Nous ici, on va utiliser l'API GLFW pour pouvoir détecter les entrées utilisateurs. Alors, on va rajouter également une surcouche à ce gestionnaire d'input par GLW, comme vous le verrez dans la suite de la vidéo. On va aborder ici deux moyens de pouvoir gérer les entrées utilisateurs tels que la souris et le clavier. Alors ici, on va distinguer deux méthodes. La méthode de pooling ou d'interrogation et la méthode event driven ou axée sur les événements. Alors, voyons en détail comment fonctionne la première méthode, donc la méthode d'interrogation. Donc, cette méthode va consister à interroger de manière périodique ou non l'état des entrées utilisateurs. Par exemple, pour une touche de clavier, eh bien, on pourra avoir deux états, l'état relâché et l'état appuyé. Alors, en général, dans les jeux vidéo, on ne s'intéresse pas directement à l'état d'une touche, mais on pourra également s'intéresser au changement d'état d'une touche. Par exemple, si je souhaite sauter, eh bien, je vais je vais vérifier l'état de la touche de la frame précédente et l'état de la touche de la frame actuelle. Si l'état de la touche de la frame précédente est relâché et que l'état de la touche actuelle est appuyé, eh bien, je vais dire de sauter. Donc, je vais donner l'action sauter. C'est comme ça qu'on va pouvoir gérer les entrées utilisateurs dans un moteur de jeu avec la méthode de pooling. Alors cette méthode, on va la mettre de côté et on va voir plus en détail la deuxième méthode, donc la méthode event driven, donc la méthode axée sur les événements, qui, comme vous allez voir, est beaucoup plus pratique à utiliser. Alors cette méthode va consister à détecter à chaque changement d'état d'une entrée utilisateur à appeler des événements qu'on va pouvoir binder sur chaque touche, chaque entrée utilisateur. Les entrées utilisateurs de GLW peuvent être à la fois gérées en pooling et à la fois gérées avec les événements. Alors en GLW, donc dans GLW, on a plusieurs callbacks qui vont pouvoir être appelés par l'API. Donc je vous afficherai les callbacks principales qu'on va utiliser ici. Donc nous on va utiliser les 4 callbacks ici. Donc une callback qui va permettre de pouvoir détecter le changement d'état d'une touche de clavier, le changement d'état d'un bouton de notre souris, donc de chaque bouton de notre souris, le changement d'état de la position de la souris et le changement d'état de la scroll de la souris. Donc ces 4 callbacks vont permettre de pouvoir agir en conséquence. Alors ça, c'est comment fonctionnait l'API de GLW, donc comment il fonctionne en termes de callback. Pour la méthode de pooling, eh bien, on peut aussi récupérer l'état d'une touche avec les fonctions associées. Mais nous, on ne va pas s'intéresser ici à la méthode de pooling, mais à la méthode d'événement. Alors, voyons maintenant en détail dans notre code comment on va implémenter un système d'entrée utilisateur et notamment la surcouche qu'on va ajouter à GLW. Alors, donc voici comment j'ai implémenté mon gestionnaire d'input d'entrée utilisateur dans mon moteur de jeu. Donc, alors, on a plusieurs fichiers que j'ai rajoutés. Donc, principalement, ce sera le gestionnaire d'input. Input action, input map, input code, event et event callback. Alors je vais les détailler, je vais expliquer en détail, mais juste pour vous montrer un peu les fichiers que j'ai rajoutés. Donc j'ai rajouté également un caméra contrôleur qui va nous permettre de pouvoir contrôler notre caméra avec les entrées utilisateurs. Et cette fonction, c'est une classe utilitaire qui, je vais l'expliquer un peu plus tard, mais qui va permettre de pouvoir avoir des mouvements moins saccadés.
avec la souris. Vous allez le voir en détail quand je vais l'expliquer. Alors, donc après j'ai modifié quelques fichiers également, donc notamment le window qui va nous permettre de pouvoir gérer les callbacks de GLW, mais vous allez le voir aussi plus tard. Alors, on va pas aller en détail ici, comme ça sera plus pratique de vous montrer directement comment on fonctionne dans le moteur de jeu. Donc premièrement, il faut savoir que les entrées utilisateurs de GLW sont liées à une fenêtre, notamment c'est le cas pour la souris et pour le clavier. Vous allez voir que si on devait rajouter par exemple le gamepad, donc par exemple un contrôleur Xbox ou même PS4, PS5 par exemple, eh bien ça ne serait pas géré par la fenêtre, mais ça serait ça ne sera pas géré par la fenêtre. Donc théoriquement les callbacks en tout cas le gamepad ne devront pas être gérés dans Windows, car ce n'est pas géré par la fenêtre. Alors pour le moment je n'ai pas rajouté le gamepad, donc on ne va pas avoir ce problème ici. Nous ici on va juste définir des callbacks qu'on va setter à GLFW. Alors comment j'ai fonctionné? Donc j'ai une fonction initialize GLFW callback, juste ici, donc je l'ai mis ici, hop, qui est en privé, hein. Donc hop, à l'initialisation j'appelle ma fonction initialize GLFW callback, et ici j'ai mes 4 callbacks que je souhaite définir. Donc la première c'est le callback qui va permettre de pouvoir, hop, on va juste agrandir un peu comme ça vous voyez un petit peu mieux. La callback qui va permettre de pouvoir détecter un changement d'état d'une touche. Alors elle prend en paramètre, si je veux vous montrer un peu comment elle fonctionne, hop. Donc cette callback c'est elle prend une window, enfin la fonction prend une window et la callback qu'on souhaite avoir. Et cette callback elle est définie de la manière suivante, donc c'est un pointeur sur fonction et défini avec une GLW window et 4 paramètres. Hop, voilà. Donc je définis ma callback ici, donc window, donc ça c'est la fenêtre, key, scan code, action et mode. Pour le moment mode je n'utilise pas, et scan code je n'utilise pas non plus. Alors scan code, faudrait voir à quoi elle correspond, mais en tout cas le mode c'est par exemple shift, enfin si on fait contrôle, si on appuie en même temps sur contrôle, et bien, et qu'on appuie sur une touche qui va venir passer la touche du mode en fait. Si je vais dans hop, que je fais mode, hop, ici, on va faire CTRL, on va mettre mode, hop, hop, mode, ici voilà, on a plusieurs modes, donc mode shift, mode contrôle, mode alt, mode super, mode caps lock et mode numlock. Donc c'est des paramètres qu'il va pouvoir apprendre en plus dans cette fonction, mais je ne l'utilise pas pour le moment. J'ai voulu faire un truc un peu simple pour commencer et ne pas trop complexifier les gestionnaires d'input. Alors donc je n'utilise pas pour le moment. Donc on va récupérer la window associée. Donc get window user pointer, c'est juste hop dans mon window. De toute façon je l'avais déjà fait ça. C'est que je set à window user pointer la window ici. Et pas, en gros, il y a window ici et il y a GLW window juste ici. Donc, c'est ce qui va permettre de pouvoir récupérer le pointeur qu'on aura associé à la window. Donc là, je récupère window win comme ça. Je récupère mon gestionnaire d'input que je vais expliquer juste après. Et bah, du coup, je vais enregistrer l'action l'enregistrer l'action actuelle à notre gestionnaire d'input. Alors comme vous le verrez, pour gérer mes inputs, je vais les mettre dans un buffer temporaire. Donc, je peux vous le montrer maintenant. Les inputs, je vais les mettre dans un buffer temporaire et je vais pouvoir les traiter plus tard par la suite, traiter chaque input à la fois et appeler les événements en conséquence. Alors donc,
on pourrait, et les actions, il y en a 3. On a, hop, si je vais ici, on a 3 actions possibles. On a GLW Release, GLW Press et GLW Repeat. Alors, le GLW Repeat, je ne l'utilise pas, car je gère mon propre système de repeat. Mais si je vais dans Bloc-Notes, voyons, vous allez voir comment ça fonctionne. Hop, alors on va aller dans Bloc-Notes, ici, hop, Bloc-Notes, hop, ici, c'est que si j'appuie sur une touche, vous voyez que il y a un petit décalage au moment où j'appuie. Donc le premier élément quand on appuie, ça va être mis comme action presse, et quand on aura appuyé le reste des touches, ça va être appuyé comme GL Repeat. Et une fois que j'aurai relâché, eh bien ça va appeler en GLW Release. Donc moi je ne gère pas cette action, tout simplement parce que le repeat ici n'est pas fait toutes les frames, mais elle est fait avec un temps défini. Et moi c'est pas ce que je veux pour mes événements. Donc vous allez voir plus tard quand je vais expliquer vraiment le gestionnaire d'input en détail. Donc on va passer à la suite. J'enregistre l'input. Donc ce que je fais ici, c'est que ma fonction d'input, elle récupère une window, un input code et une valeur. Donc toutes mes entrées utilisateurs vont être gérées par des floats. Donc c'est-à-dire par exemple une touche de clavier peut être soit égale à 0, c'est-à-dire que c'est relâché, soit égale à 1, c'est-à-dire que c'est appuyé. Par exemple pour la position de la souris, eh bien ça va juste mettre la position de la souris. Pour le scroll, eh bien ça va être juste une valeur de scroll qui va être définie aussi par un float. Donc je vais juste l'expliquer un peu plus tard, mais voilà comment je vais fonctionner. Donc par exemple, register input pour la valeur de float à la fin, là, le troisième paramètre. Et bien hop, si je vais sur cette fonction, donc je fais une petite fonction qui va juste récupérer si on est égal à glpress, c'est qu'on est égal à 1, gl fw, c'est qu'on est égal à 0, gl repeat, je l'utilise pas, mais je l'ai mis quand même, et on return 0 si on n'est pas dans ces trois cas. Donc voilà, je vais juste revenir ici, et pour mon convergl input key code, il faut savoir que glw est défini avec des valeurs ASCII. Donc, enfin pour les touches de clavier en tout cas, par exemple, si on met arrow, ouais, on va pas mettre ça, on va mettre hop, glfw write arrow, alors glfw write, ouais, par exemple celui-là, on va hop, voilà, ici, donc ça c'est géré de manière assez particulière, donc c'est juste que ça va utiliser les valeurs ASCII pour chaque touche. Voilà, donc c'est juste, ça définit toutes les touches du clavier. Je dis tout ça, c'est les touches de clavier. Alors, pourquoi ici moi j'utilise mon propre enum? C'est tout simplement parce que je veux différencier le gestionnaire d'input haut niveau avec le gestionnaire d'input bas niveau, donc GLW. Donc GLW, moi je vais juste, hop, juste supprimer ça, hop, ici. Donc ici je vais juste convertir globalement mon key code par input code. J'utilise les mêmes indices, mais globalement si on aura une autre API de gestionnaire d'input autre que GLW, parce que GLW n'est utilisable que sur PC, donc Windows, Mac et Linux. Sur Android on ne pourra pas utiliser GLW par exemple. Il faudra utiliser d'autres API, donc il va voir, ils auront leur propre key code. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une classe enum input code qui sera mes propres clés d'input. Donc j'ai tout simplement repris ceux de GLW, donc jusqu'ici, hop. J'y ai rajouté également les boutons de la souris, donc la souris, hop, jusqu'ici, voilà. Et j'ai également deux classes utilitaires qu'on pourrait utiliser, qui vont juste définir juste les entrées de input mouse code et les entrées de input code que je viens définir à chaque fois sur les entrées de input code. C'est juste comme ça, j'ai deux classes, deux moyens d'accéder à la valeur d'input code, donc de la clé. Alors, donc ça c'était comme ça que j'ai procédé. Donc ça c'était pour la callback du changement d'état d'une touche de clavier, du clavier. Pour les boutons de la souris, eh bien on a aussi une callback
qui va prendre une Windows, une mouse bouton, une action et un mode. Donc, mode, ce sera pareil que la dernière fois. Action, c'est pareil que ici aussi. Mouse bouton, bah, ça sera le bouton associé. Dans GLW, hop, si je vais, on va réécrire GLW. Hop, alors on a, si je vais ici, hop, voilà, on a plusieurs boutons. Actuellement, GLW gère 8 boutons possibles. Le premier bouton, c'est le bouton gauche, le deuxième, c'est le bouton droit, le troisième, c'est le bouton scroll. Donc si on appuie sur le bouton scroll, et le reste, il faudra vérifier. Mais peut-être que si on a des touches custom sur la souris, ça va pouvoir les gérer. À voir, j'ai pas testé pour le moment. Donc voilà. Donc il faudra voir. Pour le moment, on ne l'utilise pas dans tous les cas, mais c'est bien de les gérer dans tous les cas. Alors donc les actions, je vérifie uniquement si c'est press ou release. Comme je vous ai dit, je n'utilise pas le repeat. Et je viens enregistrer l'action, pareil que pour le clavier. Et ça va juste récupérer le bon input code en fonction du mouse input, donc d'input ici. Donc je vérifie et à la fin si on n'est pas en... Moi je le mets en unknown, donc je ne mets pas d'input. Hop. Donc ça c'était pour la callback des boutons de la souris. Pareil pour les callbacks du scroll. Donc les callbacks du scroll, ils vont avoir deux spécificités. Donc un offset X et un offset Y. Alors globalement, l'offset X, il faudrait voir à quoi il est utilisé. Mais donc si on scroll sur la souris, eh bien ça va être défini avec l'offset Y, en tout cas par défaut. Après à voir si on a des scrolls verticales, enfin horizontales plutôt. Je ne sais pas à quoi ça pourrait correspondre, mais globalement là, X offset il va être égal à 0 à chaque fois. Donc, mais je l'ai quand même géré, c'est toujours bien de gérer un peu tous les cas. Alors de toute façon, on ne gère pas tous les cas parce que sinon ce serait beaucoup plus complexe à gérer, enfin plus long à gérer plutôt. On pourrait le faire notamment avec les modes, hein, ici, ce serait bien sûr les ajouter, mais pour le moment je ne les ai pas ajoutés. Et pour, donc ça c'est pareil, hein, je vérifie, par contre là ici je vais vérifier l'état, comme on a un offset X et un offset Y, parce que là ici G7 scroll callback va gérer un changement d'état sur les deux changements. C'est si on a un changement sur Y, eh bien, il va appeler cette fonction, et si on a un changement sur X, il va appeler également cette fonction. Donc moi j'ai préféré différencier l'offset X et l'offset Y pour le moment, car c'est beaucoup plus simple, comme vous le verrez en termes de complexité par la suite. Donc il faut vérifier si l'état X change par rapport à l'état X, et bien si ça a changé, si on a détecté un changement ici, et bien je vais enregistrer l'input qui pourrait être géré plus tard. Et pareil pour Y, je vais gérer si le changement, mon scroll Y a été modifié, et bien je vais l'enregistrer. Et pour la souris, on va fonctionner exactement pareil. La position de la souris, on va fonctionner exactement pareil. Ce sera la position X et la position Y. Donc c'est à peu près comment je vais gérer les inputs utilisateurs. Donc on n'a pas d'autre chose, je pense. Ouais, ouais c'est bon. En tout cas pour les callbacks. Donc ça c'était le callback. Alors voyons maintenant donc une fois que j'ai enregistré mes inputs, qu'est-ce que j'en fais? Donc c'est bien beau, hein, je les enregistre ici, donc je les enregistre dans un tableau temporaire. Donc qu'est-ce que je vais faire de ce tableau temporaire? Eh bien, donc si je vais ici, dans ma boucle de rendu, donc mon fichier main, je vais appeler donc les callbacks qui sont appelés ici. Enfin, quand ils vont être appelés, c'est au moment où gel fw.event sera appelé. Donc, si là si ça c'est pas appelé, alors ça ne marchera pas. Donc il me semble, hop, si je lance, on aura des petits soucis. Voilà, vous voyez le rechargement de la souris il bug ici, c'est pas ce qu'on veut. Hop. Et donc ici, JW va permettre de pouvoir appeler les événements qu'on aura définis ici. Donc je vais juste faire un petit test. Par exemple, hop, on va afficher cdput. Alors est-ce que j'ai rajouté, hop, on va pas le mettre sur la souris, on va le mettre ici. Hop, on va mettre key. Et pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, hop, donc je lance.
Et par exemple, si j'appuie sur la touche pas haut, par exemple, vous voyez qu'on a bien les bonnes touches. Donc il y a bien le repeat aussi, mais moi c'est pas forcément ce que je veux gérer. Juste, hop, tac, juste on va le mettre dans la condition ici. Et on aura juste uniquement les press et release. Donc je vais appuyer sur la touche haut. Ici, hop, vous voyez que là j'ai appuyé, et si je relâche, il y a bien une callback qui appuie. Hop. Alors, je vais juste vous montrer ce qui est intéressant avec les callbacks et ce qui peut être, enfin, n'aura pas, on n'aura pas l'avantage dans la gestion d'input avec le pooling. C'est que quand on va mettre par exemple le programme en pause, donc là je vais mettre en pause de 5 secondes, hop, donc on va le décaler juste ici, vous voyez, hop, alors on va juste remettre ça ici. Donc vous voyez que donc là le framerate est updaté toutes les 5 secondes, donc c'est très, très bas. Si j'appuie plusieurs fois sur O, vous verrez que on aura la gestion des entrées sera bien détectée, et même quand le programme est en veille, tout simplement c'est que la gestion d'entrée de l'API window se fait dans un thread séparé, qui permet de pouvoir, voilà, même quand le thread actuel est endormi, eh bien on va pouvoir quand même récupérer les touches utilisateurs. Dans la méthode de pooling, ça n'aura pas été possible, car tout simplement on va juste détecter l'état actuel d'une entrée utilisateur. Donc on va venir manquer des entrées. Bon, globalement, de toute façon, un framerate aussi bas, hein, c'est pas, même en tout cas dans les jeux vidéo, c'est pas le best, hein. Ça serait pas bon de faire comme ça. Mais c'était juste pour vous montrer comment fonctionnait un peu les entrées utilisateurs. On va juste enlever. Et on va revenir dans... ouais, donc ça c'était pour... Donc juste après avoir appelé GLWN, eh bien, je vais appeler process input, qui va nous permettre de pouvoir gérer nos entrées utilisateurs qu'on aura mis dans le tableau temporaire. Alors je vais remettre en commentaire ça, pas besoin. Et on va venir voir en détail comment ça fonctionne. Donc process input, voilà comment je fonctionne. Donc globalement, donc je vais enregistrer les entrées de la souris et du scroll dans des variables temporaires, que j'en aurai besoin plus tard. Donc ça c'était pour en fait c'est pour les positions plutôt analogiques. Donc analogiques, c'est-à-dire qu'ils auront des valeurs qui seront différentes entre 0 et 1. Et vous allez voir par la suite, on va utiliser un peu plus tard. Donc ça, tout ça c'était pour la souris en réalité. Ce qui est le plus intéressant aussi, c'est vraiment cette boucle for ici, process input, qui va venir parcourir toutes nos entrées utilisateurs qui auraient été détectées par les callbacks. Donc ce que je fais, donc je vais récupérer, alors si on va aller, hop, ça sera plus simple aussi. Donc on va vous montrer aussi un peu le point H du système d'input, ici, hop, comme ceci. Non, on va pas le faire comme ça, ce sera plus simple. Hop, alors, key states, est-ce que je l'utilise? Ouais, non, non, pas sûr que je l'utilise. Je peux l'enlever. Hop, je peux l'enlever aussi. Alors, du coup, voilà comment je gère mes entrées utilisateurs. Donc, hop, donc pour chaque entrée utilisateur, je vais venir, donc qui ont été mis dans le tableau temporaire unlead input. Donc unlead input, c'est un container set. Donc si je vais là-dedans, hop, que je vais, hop, ici, ouais, ah non, c'est un std vector plutôt, qui contient une paire de input code et une valeur associée. Donc, hop, donc je viens récupérer l'état actuel, donc input state. Donc, je récupère le code et je récupère l'état. Je vérifie si c'est une valeur analogique. Donc isAnalog input, enfin ici je vais utiliser isAnalog input, mais globalement il ne faudra pas mettre isAnalog input, c'est plus isMouse input.
parce que je n'utilise pas pour le scroll. Hop, ici, comme ceci. Hop, isMouse. Maintenant, on va mettre isMouse position. J'ai fait une petite particularité pour la position de la souris et qui en réalité est différencie en réalité des autres valeurs. Hop, comme ceci. Juste voilà. Donc, je vérifie si c'est une position pose X ou position Y. Et je vérifie si l'entrée utilisateur est actif. Quand je dis que c'est actif, c'est par exemple pour une touche de clavier, je dis est-ce que en fait c'est pressé depuis est-ce que ça a été pressé dans la frame précédente. Donc si c'est encore pressé, c'est que c'est une input actif. Donc cette input actif, hop, si je vais dans input system, c'est juste un set d'input code, donc que je viens remplir un peu plus tard. Ici là, hop, ouais, ici. Donc si l'état de la touche actuelle est pressé, enfin si c'est différent de 0, parce que encore une fois je utilise des floats et plus des booléens genre pressé ou relâché. Donc si l'état est différent de 0, c'est qu'on peut insérer l'input code dans le tableau. Et si c'est relâché, c'est que, enfin si c'est égal à 0 plutôt, c'est que c'est plus actif. Donc par exemple pour le scroll, ça serait si on est en train de scroll, ça sera dans actif, et si on ne scroll plus, ça sera plus dans actif. Donc c'est comme ça que j'ai géré. Et pour la position de l'input, input mouse position input, je vais faire en sorte que ce soit actif à chaque fois. Alors d'ailleurs, dans tous les cas ici, pour le scroll, il me semble qu'il faudra aussi le mettre ici, car tout simplement, il n'y a pas de callback pour le scroll pour dire qu'on a arrêté de scroll. Donc globalement, il faudra aussi le faire ici en fait. Mais on va pas le faire juste maintenant, on pourra le faire un peu plus tard. Donc même si on va le faire maintenant, ce sera mieux. Alors input code, hop, on va faire comme ceci. Et on va mettre mouse scroll X et Y, d'ailleurs c'est pas et c'est ou et ouais. Hop. Et d'ailleurs donc X mouse is on va c'était bien ça, is analog input comme ceci, is analog input comme ceci. Donc voilà. Donc si c'est en analog input, c'est que c'est tout le temps actif dans tous les cas, c'est que comme les callbacks ici, scroll callback et cursor pose callback ne sont appelés que quand il y a un changement d'état, enfin que quand il y a un changement de valeur, c'est qu'on est en actif. Et pour ces deux valeurs, c'est que des fois c'est relâché, des fois c'est appuyé. Donc c'est comme ça que j'ai géré. Donc, une fois qu'on a défini si c'est en actif ou en désactivé, on va venir vérifier à chaque fois pour la souris, en tout cas si ça a été modifié ici. Donc, je dis que ça a été modifié. J'indique que les valeurs ont été modifiées si on a à faire des entrées de souris et des entrées de scroll. Je viens assigner la nouvelle valeur, le nouvel état à un tableau qui est défini dans mon système d'input ici. Donc c'est un ordre red map qui va me prendre un input code et à cet input code il va lui associer un float, un état. Donc voilà, je vais juste assigner et là je récupère la valeur actuelle que j'en aurai besoin plus tard. Donc si la valeur actuelle est égale à 0 et que l'état est différent de 0, c'est qu'on a commencé notre état. Donc ça veut dire qu'on a commencé l'état, qu'on a commencé l'input. Par exemple, quand on appuie la première fois sur une entrée
eh bien ça va rentrer dans cette valeur. Et pour si on a en analog input et que le isActiveInput est false, eh bien on va aussi définir qu'on a commencé à par exemple bouger la souris, ou par exemple qu'on a commencé à scroll ici. Et on va faire je vais aller un peu dans les détails juste après. On va appeler des callbacks qu'on va gérer un peu plus tard, mais je vais pas l'expliquer pour le moment. Juste je vous montre un peu qu'est-ce qu'on fait exactement, les conditions qu'on va faire. Donc on a input started. Input completed va permettre de pouvoir détecter si du coup on a arrêté un input. Alors ici je vais juste uniquement gérer les entrées digitales, donc tout ce qui ne sera pas analogue, c'est-à-dire tout ce qui ne sera pas souris. Tout simplement c'est qu'il n'y a pas de dans les callbacks, il n'y a pas de callback qui permettent de pouvoir détecter que la souris a été arrêtée ou que le scroll vient de se terminer. Donc là globalement c'est uniquement détecté pour pour les boutons et pour les touches de clavier. Bouton de souris, touche de clavier. Donc je vais juste définir si l'état actuel est égal à 0, enfin différent de 0, et que la nouvelle état est égale 0. Donc ça c'est pour completed. Et j'ai une autre condition ici, c'est juste que les input actions, ouais, ici je vais juste appeler une callback qui va permettre de pouvoir définir quand l'input vient d'être modifié, que ce soit quand ça vient d'être commencé ou que ça soit complété. Donc ça va juste définir une callback qui va permettre de définir, vous verrez plus tard, des actions en fonction de si c'est modifié. Alors, je ne vais pas aller dans les détails pour le moment, parce qu'on va juste revoir un peu les autres pour la souris notamment. Donc on va vérifier est-ce que le mouse scroll X vient d'être terminé. Et pour ce faire, je vais vérifier que scroll X n'est pas modifié dans la frame actuelle. Et je vais vérifier que l'input était bien actif jusqu'à maintenant. Et pour ce faire, voilà, c'est la condition que je vais vérifier. Et si du coup, si je rentre dans la condition, je vais supprimer l'input code scroll X des inputs actifs, et je vais assigner input current state à 0, comme du coup l'input n'est plus actif, elle doit être égale à 0. Et là du coup ça sera pour les callbacks qui vont être je vais définir un peu plus tard. On va faire pareil pour le scroll Y. Pour la mouse position X, il y a une petite particularité, c'est que hop, alors juste ouais, completed, ok. Donc ici, on va juste voir ça un peu plus tard. Ici, je vais juste définir comme pour le mouse scroll Y, je vais faire exactement pareil, définir si on a arrêté de bouger la souris en horizontal. Et pareil pour en Y, hop, et juste ici, qu'on va aussi définir quand on va arrêter d'appuyer sur Y, enfin, de décaler en Y. Pour maintenant, on va juste voir comment je gère aussi, je détecte les entrées utilisateurs de clavier et de souris. Par exemple, si on est en train d'appuyer sur la touche, sur une certaine touche, ou si on est en train d'appuyer, j'ai aussi des callbacks qui vont être utiles pour la suite. Donc, je vérifie ici, c'est pas une callback pose X et pose Y. Pour le scroll, ouais, ici je vais quand même définir une callback ongoing ici pour le scroll, c'est-à-dire que si je continue à scroll à l'infini, eh bien ça va aussi appeler une certaine callback ici. Bon, je vais juste les détailler un peu plus tard. Et c'est à peu près tout. Je vais juste vous montrer un peu quelques petites fonctions que j'ai rajoutées qui vont être utilitaires. Donc les fonctions utilitaires pour le système d'input. Alors on a donc register input, vous l'avez vu. Ça on ne pas encore expliqué. Et on a get. Alors get input state, il va juste récupérer l'état actuel d'une entrée utilisateur qui pourrait être utile. Ça c'est bien quand on veut faire un système de pooling. On va juste récupérer par exemple dans le moteur de jeu, si on veut toujours utiliser la méthode de pooling, il va permettre de pouvoir récupérer l'état actuel d'une entrée utilisateur.
mais globalement, j'utilise que rarement, notamment je l'utilisais ici pour vérifier si on avait bien, si c'était bien différent. Alors, donc ça c'était pour getInputState. Maintenant voyons en détail le cœur des callbacks, qui ont des événements en réalité, que je vais pouvoir définir, associés à chaque touche, qui va permettre de pouvoir agir en conséquence. Si on appuie par exemple sur une touche espace, eh bien on voudra associer une action de saut. Et ça c'est vraiment très pratique, c'est vraiment ce qui est défini dans les moteurs de jeu, notamment sur Unity et sur Unreal Engine, qui va permettre de pouvoir définir des actions associées à des inputs. Alors voilà comment on procède pour pouvoir avoir ces événements. Alors, donc, sur chaque touche, ici, je vais venir associer, donc, ici, input code des actions. Donc, input action, c'est une petite classe que j'ai créée, et je vais pouvoir associer plusieurs actions à chaque input code. Par exemple, si par exemple j'appuie sur espace, eh bien, je vais pouvoir définir une fonction de saut, donc jump. Je vais pouvoir définir par exemple un son, je vais pouvoir lancer un son à cette action. En réalité, on peut tout mettre dans saut, mais ça peut être aussi utile de pouvoir différencier par exemple la physique du son, et on va pouvoir définir plusieurs actions associées à des touches. Donc après, c'est en fonction des utilités. Donc, on aura des actions qui seront associées aux input codes, enfin aux inputs. Et dans mon input system, j'aurai aussi une liste d'input map. Et input map, c'est tout simplement une liste d'actions. Donc input map va juste contenir une liste d'actions. Hop, une liste d'actions qui sera définie avec une string. Et ça va contenir également une liste de touches associées à chaque action. Donc on va pouvoir aussi définir plusieurs touches pour les mêmes actions. Par exemple, pour sauter, eh bien, on pourra avoir la touche espace, et on pourrait aussi avoir la touche directionnelle haut, par exemple. La touche up arrow, par exemple. Donc la touche directionnelle haut. Alors, c'est comme ça que je procède. Donc, on va venir ouvrir mes inputs système, enfin mes input map et input action plutôt. On va venir fermer ça, comme ça sera plus simple. Donc si je vais dans input action et input action ici, hop, donc input map. Donc comment je gère? Donc j'ai plusieurs fonctions. Une fonction qui va permettre de pouvoir créer une input action. Hop. Une fonction qui va permettre de pouvoir créer une input action. Une fonction qui va permettre de pouvoir de bind une input à une input action définie par un nom. Une fonction qui va permettre de unbind un input. Et deux fonctions d'activation, donc une fonction enable et une fonction disable qui va permettre de pouvoir désactiver les inputs actions de l'input map actuel. Donc dans CPP, voilà comment j'ai procédé. Donc hop, je gère les input actions, c'est à l'input map de pouvoir supprimer, enfin désallouer en mémoire les input actions qui lui sont associées. Donc c'est pour ça d'ailleurs que j'ai une fonction hop, create input action, c'est que je gère la création des inputs à, je laisse l'allocation et la désallocation à l'input map associé. Globalement, on verra par la suite si on n'utilise pas, comme je vous l'avais dit, des pointeurs intelligents qui nous pourront être très pratiques et qui nous permettra de pouvoir être beaucoup plus pertinent sur ce qui doit gérer quoi. Globalement, c'est pas forcément l'input map qui doit gérer l'input action. Enfin, si dans ce cas-là, c'est quand même mieux que ça soit ça. Mais dans d'autres cas, c'est bien aussi de pouvoir gérer l'allocation autre part. Mais voilà comment j'ai procédé pour le moment sans pointeur intelligent. Alors, donc, l'input map va juste vérifier si on supprimer les input actions qui lui sont associées. Et en fonction de si c'est supprimé, en fonction de si on supprime, eh bien on va le supprimer de l'input system unbind input action key. Donc globalement, comme je vous l'ai dit, hop, j'associe des input actions à des input codes, et j'associe également des input codes à des input actions. Donc ça se fait dans les deux sens.
Donc, si je vais en input action, système plutôt, j'ai deux fonctions, une fonction bind input action key et une fonction void unbind input action key. Je vais juste prendre une input code et va lui associer un input action. Dans l'implémentation, c'est tout simple, hein, je vais juste pushback ici, et ici je vais juste supprimer l'itérator, enfin supprimer l'élément input action de notre input action unordered map dans notre container. Donc, juste, vous voyez bien, ok, c'est bon. Donc ça, c'est comment je vais supprimer mes données de mon input map. Pour créer mon input action, eh bien, je vais vérifier que l'input action, en tout cas le nom n'existe pas déjà. Donc c'est un nom associé à une input action. On ne peut pas avoir le même nom avoir le même nom à plusieurs endroits différents. Donc si c'est le même nom, donc si c'est pas le même nom, je crée l'action. Et si c'est le même nom, je vais juste retourner une référence vers l'action qui aurait été créée précédemment. Donc voilà, après peut-être faudrait peut-être plutôt une erreur, parce que là on me demande de créer une action et pas de récupérer une action, mais globalement moi c'est comme ça que j'ai procédé. En tout cas pour le moment c'est comme ça que je procède. Ou alors il faudrait aussi également ajouter un nom custom et définir un autre nom si jamais on est dans une autre condition. Donc globalement pour le moment je l'ai fait comme ça. Alors, donc ça c'était pour comment créer une action. Maintenant on pourra la fonction des fonctions bind input code et unbind input code, bah, tout simplement on va venir ajouter l'input code associé à l'input action, et on va aussi le binder l'input action key dans notre gestionnaire d'input. Donc faut également vérifier que l'input action existe. D'ailleurs, hop, input code. Ouais. Alors input code, ça prend l'action name, ok. Et ici je vérifie si l'action existe. Alors globalement aussi il faudra vérifier si l'input action name ici existe. À voir si c'est pas plus pertinent. Donc une fois que j'ai associé donc l'input code à notre action, eh bien je vais aussi faire une fonction unbind input code qui va juste supprimer l'input code de l'action et aussi le retirer du gestionnaire d'input. Donc voilà, puis après j'ai deux fonctions enable et disable. Les fonctions enable et disable vont venir prendre des actions input action qui vont venir enable toutes les input actions qu'il possède et disable toutes les input actions. Donc ça c'était pour l'input map. Pour l'input action, et bien hop, donc ça on va laisser en explication pour plus tard. L'input action, on va juste prendre un nom et juste une valeur pour savoir si c'est activé ou désactivé. Et on va venir prendre input action, le constructeur, on pourra récupérer le nom. On aura des événements, donc started, ongoing, unmodified, completed, que je vais expliquer plus tard, et on aura également enable et disable. Juste on va aller dans le constructeur, il n'y a pas grand chose. Hein. On associe le nom, on récupère le nom, on dit que c'est true et on dit que c'est false. Et hop, donc ça c'était pour les événements. Et maintenant, si je vais dans les événements, hop, donc on va retourner dans input system, juste. Vous voyez que à chaque fois, donc si je vais dans process input, vous voyez qu'à chaque fois j'appelle des callbacks qui ont été associés. Et je viens appeler un événement, déclencher un événement. Donc l'événement started, c'est juste quand un entrée utilisateur a commencé. L'événement completed, c'est quand un élément utilisateur a été complété. Etc. etc. D'ailleurs, il me semble que là, je ne gère pas si l'input action est bien activé. Donc globalement, si vous avez dit que j'avais des valeurs pour savoir si c'est activé ici, globalement ici il faudra rajouter les conditions d'activation juste ici par exemple, if input action enable, d'ailleurs c'est une fonction, on peut faire des fonctions
Ça c'est des fonctions, on va faire plutôt une fonction. Hop, is enable. D'ailleurs, on va mettre const is enable. On va venir enable. Ouais, ça, boolean 1. On retourne dans input, on va juste zoomer un peu dans input action et on va mettre ici. Hop, et on n'oublie pas de les rajouter un peu partout. Enable. Donc ça, c'était pour le callback de commencement. Le callback de completed. Vous verrez que chaque moteur de jeu a des callbacks particuliers. Unity en a 3 et Unreal Engine en a plus que ça. Mais globalement, ça va différencier en fonction des moteurs de jeu. Et il n'y a pas une méthode qu'on peut appliquer. C'est en fonction des utilités, des utilisations et de la manière dont on fonctionne pour pouvoir gérer les inputs utilisateurs dans les moteurs de jeu. Hop, donc ça c'était pour completed. On va faire également ici pour modifier. On va le faire à chaque fois. À voir si je vais pas gérer mieux les trucs analogues, parce que là, à chaque fois, ça fait un peu beaucoup. Et à voir si je les mets pas dans des tableaux, juste comme ça, je vais juste pouvoir parcourir au lieu de répéter à chaque fois la même chose. Mais globalement, pour le moment, j'ai fait comme ça. Alors, il n'y avait pas énormément non plus. Juste tac, 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 enable. On va aller plus en détail je vais vous montrer exactement à chaque fois qu'on va appuyer sur une touche quel callback va être appelé à quel moment. Et ça sera plus simple pour vous comprendre, pour comprendre vraiment les différents callbacks que j'ai implémentés sur chaque événement. Hop. Input action. Ici, hop, il en reste encore une en bas. Et je crois qu'on sera bon. Donc, et voilà. Hop. D'ailleurs, on va partir du principe que l'action, elle est activée de base. Qu'elle est bien activée de base. Hop. Input action. On va mettre à true. Voilà. Donc j'ai mis un trou de base. Donc, alors, on va juste revenir sur mon input action. Donc, j'avais créé une petite classe input callback data qui va juste contenir la valeur de l'état de l'input actuel et une valeur de delta qui va permettre de savoir le changement d'état entre la valeur précédente et la nouvelle valeur. Ça, c'est pratique par exemple pour la souris. Je veux juste uniquement détecter non pas la position de la souris, mais le changement de position de la souris. Alors, donc, c'est input callback data et je vais les définir de la manière suivante. Donc, par exemple, si on va juste revenir ici, input, ouais, pour le started, je vais juste récupérer l'état et l'état actuel, enfin l'état actuel moins l'état d'avant, un state qui était ici. Ici c'est pareil, hein, l'état actuel et l'état actuel moins l'état d'avant. Modifier pareil, hein, l'état actuel et l'état actuel moins l'état d'avant. Pour completed mouse scroll X, je vais détecter d'ailleurs, hop, input callback data 0, la valeur c'est 0. Par contre ici c'est pas 0, c'est scroll input state. Hop. Comme ceci. Le delta c'est 0
Ouais, c'est 0 moins. On va faire moins plutôt comme ça. Hop. X et en Y c'est pareil. Pour la souris, tac tac tac, ouais, changement d'état, pareil. Pour ici c'est le delta, ça c'est moins, moins exposition. Moins X position, moins Y position. Donc, ouais, c'est bon, moins Y position, et donc là, la valeur 0, et le delta, c'est input current. Alors, delta, ouais, et bah de toute façon là, c'est comme ça active, donc ça veut dire que ça veut dire que c'est 1 dans la dernière valeur. Donc 1 ici, et après globalement c'est tout. Alors on va juste voir en détail maintenant les événements, comment je les ai fonctionnés. Donc, je vous rappelle qu'on a 4 sortes d'événements: started, ongoing, unmodified et completed. Donc si je vais par exemple, je vais ouvrir un petit bloc-notes et je vais vous montrer par exemple pour une touche de clavier comment ça va fonctionner. Hop, d'ailleurs, moi j'ai un petit, hop, je fais des petits tests. Alors juste par exemple si j'appuie sur la touche A du clavier, donc j'ai commencé à appuyer sur la touche A ici, donc la callback started a été appelée, la callback unmodified a été appelée puisqu'on a fait un changement d'état, donc on est passé de relâcher à appuyer. Ongoing est tout simplement un paramètre qui permet de pouvoir savoir si, enfin quand la touche est active en fait. Donc je vous rappelle que je l'appelle juste ici. Ça c'est pour savoir si la touche est active. Et à la fin, j'appelle la callback completed que j'ai relâché et toujours unmodified car tout simplement la touche, enfin l'état de la touche a été modifié. Donc c'est comme ça que je fonctionne pour les touches. Pour la souris, pour la souris c'est un peu différent. Donc c'est que pour la souris, la callback ongoing est appelée à chaque fois. Donc c'est pour ça que si je vous montre ici, hop, la position de la souris en tout cas, hein. Ici, ici on voit bien qu'on appelle tout le temps en fait. On appelle tout le temps la callback ongoing. C'est que même quand on ne bouge pas, c'est que je l'appelle quand même la callback. Bon, c'est juste un choix de ma part. Mais globalement, c'est pas forcément utile de faire ça comme ça. Mais moi, je préférais le faire comme ça. Et pour, le scroll, eh bien, je gère à peu près pareil que pour les touches de clavier. Donc, si je fais rien, il n'y a rien qui se passe. Si je scroll à l'infini, eh bien, il y aura la fonction ongoing qui sera appelée. Et d'ailleurs, hop, parce qu'il y a une fonction ongoing, ouais, sera ongoing à l'infini, et unmodified également sera appelé parce que à chaque fois en fait les valeurs sont modifiées en fait à chaque fois. Hop, donc voilà. Donc ça c'était pour le scroll. Ouais, juste on va voir en détail maintenant comment j'implémente mes événements. Donc, les événements. Donc en quoi consiste un événement? Un événement va consister à prendre une liste de callbacks. Donc on aura une liste de callbacks qui pourront être associés à cet événement. Et pour ce faire, j'ai utilisé des templates variatiques, donc qui prennent des arguments qui pourront être de nombres différents. Donc, alors voilà, je vais expliquer, ça va être un peu plus complexe à expliquer. Donc, on va aller dans Event et Event Callback. Donc, mes callbacks, voilà comment ils vont fonctionner. Donc, on va s'intéresser ici à Event Callback en premier. Donc, Event Callback, c'est juste une callback qui va avoir en son sein un pointeur de fonction. Le pointeur de fonction
pourra être défini, enfin pointeur de fonction membre plutôt, parce que c'est pas juste un pointeur de fonction, un pointeur de fonction membre. Et ce pointeur de fonction membre pourra être de type dynamique, enfin différent quoi. C'est pour ça que je fais une template. Donc T ici va correspondre à notre classe. Je vais juste vous montrer un peu, hop, l'événement, comment je l'initialise. Juste comme ça, je vous donnerai un exemple. Donc on va aller dans le caméra controller. Dans caméra controller, ici, hop, comme ça que je vais initialiser mon événement, juste comme ceci. Donc mon event callback va prendre en paramètre, enfin ici en template un caméra controller et va également prendre un paramètre input callback data ici que je vous rappelle que j'ai défini dans input action. Ici input callback data, c'est notamment ici pourquoi je mets input callback data event, c'est que je veux des fonctions qui ont comme paramètre input callback data. Hop, donc je viens prendre l'instance this, donc l'instance actuelle de ma caméra, et je veux comme fonction membre la fonction moveRight. Donc on va juste revenir, ça c'était pour l'exemple, juste revenir dans event callback. Donc dans event callback, j'ai défini une fonction event callback, donc t instance ici, et un pointeur de fonction membre. Donc je vais juste les assigner. Ici, ça va permettre de pouvoir appeler ma fonction, donc avec les différents arguments. Donc c'est aussi une fonction variadique qui va prendre des arguments définis, qui vont être de types différents et de nombres différents. Donc ici, argument, j'appelle mon opérateur ici, qui va permettre juste de vérifier si un opérateur est égal, qui va permettre de pouvoir supprimer ou d'ajouter les callbacks à mon événement, que je vais expliquer juste après. Et voilà les deux, le pointeur de fonction ici et l'instance actuelle. Alors pourquoi je fais hériter event callback d'une interface event callback arg? Tout simplement c'est que je veux pouvoir stocker dans un vector, donc std vector, des event callback ayant des pointeurs sur fonction de différentes classes, en fait de différentes instances. Donc je vais pouvoir stocker par exemple dans mon événement, hop, on va juste le rouvrir, dans événement ici, hop, ici vous voyez que j'ai un std vector de event callback. Donc ce qui va permettre de pouvoir stocker dans mon événement plusieurs instances de classe, enfin plusieurs instances de types différents. Donc c'est ce qui va permettre de pouvoir être modulable et qui sera très pratique si on veut avoir plusieurs instances de classes, enfin de types différents plutôt. Alors, donc ça c'était pour les event callback. Donc pour juste vous montrer les event callback, c'est juste une classe virtuelle pure. Donc juste on va définir une fonction opérateur et une fonction trigger qu'on va devoir redéfinir dans les fonctions enfants. Donc ça c'était pour l'event callback. Pour event, eh bien on va prendre fonction variadique juste de paramètres, donc pas on ne met pas on met plus le type t ici, tu vois, type name t on ne le met plus parce ici nous on veut stocker des types différents, mais on veut toujours le même nombre, enfin le même nombre d'arguments et le même type d'argument pour chaque event. Alors donc ici je vais stocker donc les actions. Et j'aurai plus des fonctions utilitaires, donc le constructeur event qui va juste, enfin le destructeur plutôt event qui va juste détruire les actions qui lui sont associées. Ici aussi je vais, enfin les callbacks qui lui sont associés, ici aussi je gère la désallocation des callbacks par l'événement où les callbacks lui sont associés. Encore une fois, c'est pas forcément une approche, enfin c'est l'approche que j'ai choisie, c'est pas forcément la meilleure. Mais voilà comment je procède. Donc c'est vraiment à l'événement de pouvoir gérer ces callbacks et de pouvoir les supprimer. Alors donc j'ai une fonction void add listener et j'ai une fonction void remove listener, et la fonction void remove listener va juste supprimer en fait les callbacks.
de son tableau et va aussi les désallouer. Ça aussi, c'est pas forcément la meilleure approche. Pour le moment, en tout cas, j'ai géré ça comme ça, tout simplement parce que ici, ici, je voulais pas gérer la désallocation des événements par le caméra contrôleur et j'ai préféré le gérer par l'événement qui lui sont associés. Donc, globalement, c'est pas forcément encore une fois la chose à faire. Et en réalité, il y aura d'autres problèmes qui pourront se faire. C'est que si par exemple comme le caméra contrôleur est supprimé, et bien bah, l'action sera nulle. Et notamment si dans Event Callback, ici je ne vérifie pas l'instance ici. Donc il faut quand même vérifier que l'instance est bien valide. Différent égale nul PTR, mais même si je le vérifie, il faudrait quand même le supprimer des callbacks associés. Donc à voir. Pour le moment, je ne les ai pas enlevés en tout cas des callbacks. Alors vous allez voir quand je vais vraiment faire le caméra contrôleur. Ça, hop, on met le commentaire. Donc, alors une fois que donc je supprime, là j'ajoute juste la callback à ma liste d'actions. Là je les supprime, donc et je les avoue à la fin. Et là, j'appelle mon événement, donc je déclenche l'événement, et en appelant toutes les callbacks qui lui sont associés. Donc ça, c'était pour les événements. Juste maintenant, on va vous montrer un peu un test d'événement. Si je vais dans caméra contrôleur. Donc, dans mon caméra, j'ai créé un caméra contrôleur qui va permettre de pouvoir contrôler la caméra. Et le contrôle de la caméra, j'ai plusieurs fonctions. Donc, des fonctions, donc un caméra component qui va juste récupérer le caméra component. Enfin la caméra en fait. Fonction update et start qui est définie en component. Fonction move right, move left, move forward, move backward, scroll move, rotate x, rotate y, contrôle caméra et uncontrol caméra. Et j'ai également pitch, des paramètres pour pouvoir gérer la rotation, pitch yo, savoir si on veut contrôler la caméra ou non, la sensibilité que je n'utilise pas il me semble, il faudra l'utiliser. Ça, je n'utilise pas. Des valeurs de pitch min value et pitch max value, quand je vais pouvoir orienter la caméra. Ça, on en aura besoin après, je vais vous l'expliquer plus tard. Ça aussi, je vais vous expliquer plus tard. Et 8 fonctions de test, juste pour pouvoir tester mon input system. Donc, mon input system ici, j'ai fait quelques petits tests. Donc d'abord les 4 tests de keyboard test. Qui vous permet notamment, hop, si je lance, de gérer, hop, alors il y a une petite erreur, si je vais dans les listes d'erreurs, hop, si je ne sais pas, ouais, bon, de pouvoir gérer notamment, hop, quand j'appuie ici sur la touche A, alors théoriquement c'est pas la touche A ici que j'utilise, moi je suis sur un clavier AZERTY, et donc on va pas utiliser la touche A, on va utiliser la touche Q ici, car tout simplement là mes touches sont faites en fonction d'un clavier QWERTY et non en fonction AZERTY. C'est pour ça que dans Windows, hop, pour le moment j'ai pas géré, mais j'ai juste dit, hop, j'ai fait un petit to-do ici, check keyboard language AZERTY QWERTY. Donc ça sera géré aussi, et faudra gérer si on appuie sur la touche A de notre clavier, même si l'on a AZERTY ou en QWERTY, on veut bien que ce soit la touche A. Voilà, donc globalement c'est pas forcément grave pour le moment. Alors, donc, si je vais dans Input, je retourne dans caméra contrôleur. Donc, mes tests, voilà comment je gère mes input système. Donc, je récupère l'input system, donc c'est une instance. L'input system, je rappelle, c'est une instance, un singleton. Hop, que j'ai défini de la même façon que j'avais défini par exemple le world, ou il y avait quoi d'autre comme singleton asset manager aussi, je crois. Donc c'est un singleton classique. Notamment d'ailleurs, input system, hop, je le supprime. If
input system, delete du PTR. Vous voyez que l'utilisation de porte intelligence peut être très utile, c'est que bah, là vous voyez que j'avais oublié de désallouer, et c'est problématique dans un moteur de jeu professionnel. Donc il faut bien gérer la mémoire, et l'utilisation de porte intelligent peut être une solution, mais pas forcément la seule solution. Alors, on va revenir dans caméra contrôleur. Donc, je récupère l'input system. Ouais, juste, on va être dans World aussi, comme ça je vous montre un peu comment j'ai ajouté mon caméra contrôleur. Donc, on va reprendre le système d'entity et de component. Donc, quand j'initialise mon caméra component ici, enfin mon entité de caméra, je vais ici ajouter un add component caméra contrôleur. Donc c'est à peu près tout. J'ai juste dans component, j'ai juste modifié également la fonction get on entity, je l'ai mis en public et je l'ai plus mis en privé. De base il était en privé, je l'ai mis en public car c'est logique que ce soit en public si on souhaite avoir l'entité, récupérer l'entité d'un component. Alors on va revenir sur ce qui nous intéresse, caméra contrôleur, hop ici. Donc je vais créer un input map et l'input map qui est géré par l'input system. Hop, donc je vais juste allouer les input maps qui lui s'est associé et je vais lui retourner une référence. Hop, donc on a créé une input map, on a bien ajouté un input system ici, et l'input map, je vais en avoir besoin pour pouvoir bind mes touches. Donc on va créer une input action ici. Donc l'input action, je vais l'appeler digital input test, donc pouvoir gérer quand on va appuyer sur la touche A. Je vais me bind une input, donc le input key A, donc c'est pratique, hein, c'est que je vais pouvoir associer n'importe quelle touche. Hein. Ouais, par exemple, si j'associe, hop, si je mets Z, hein, vous voyez que je relance. Hop, on va juste décaler ça. Et que si j'appuie sur A, on a bien la touche. Et si j'appuie sur Z, on a bien aussi la touche. Donc c'est pratique, on va associer plusieurs touches en même temps, si on le souhaite. Donc, hop, alors, on va revenir. Hop, on va supprimer ça. Et donc j'associe des callbacks, donc à started, ongoing, unmodified et completed. Et j'ajoute les bonnes callbacks à chaque fois. Donc digital input test started, etc. Donc c'est juste plusieurs tests. Hein. Hop, je teste à chaque fois les bonnes inputs. Donc là j'ai des fonctions analogues aussi. On va juste vous montrer comment ça fonctionne les trucs analogues. Donc les trucs analogues, ça sera. On va le faire ici. Donc là j'ai fait un test sur la position X. Vous allez voir, hop, vous voyez qu'on a bien les bons trucs. Donc, comme je vous ai dit, la callback ongoing est appelée tout le temps pour la souris. Et si je viens me déplacer hop, sur la souris, donc là j'ai déplacé la souris, on voit bien que à chaque fois on a onModified avec la valeur qui est associée, ongoing, etc. Modified, ongoing, etc. à chaque fois. Et on a completed qui va juste dire qu'on a terminé le mouvement. Alors, juste input test completed 633. Hop là, ouais, il y a peut-être une petite erreur. Ça devrait pas être uncompleted ici. Si je vais dans mon input system. Ok, alors non, du coup c'était bon. Juste pour montrer, il n'y avait pas de problème en réalité. Hop. Donc, hop, si je décale ma souris que j'arrête, hop. Non, on va faire ça comme ça. Donc ici, hop. Donc si je vois le completed ici, donc on va aller dans l'état, par exemple, ici on a détecté une modification, on est passé de 838 à 839, donc on est toujours en ongoing, donc on appuie, on va dans ongoing, juste ici, donc cet élément là, ici, on est bien en ongoing,
À la frame suivante, on a détecté qu'on n'avait pas de modification, qu'on était toujours en 839 ici, et du coup on dit hop, maintenant c'est complété, donc on appelle la callback completed. Ça c'était pour l'analogue. Hop, du coup, si je reviens dans mon caméra contrôleur, donc ça c'était juste pour les tests d'analogue. J'ai aussi fait des tests, juste comme ça je vous montre un peu tout. Des tests aussi pour le scroll. Et on va tester le scroll. Scroll, c'est pareil. Vous voyez que à chaque fois, j'ai bien les bons callbacks qui sont appelés. Donc, juste vérifier si je vais. Hop, voilà. Donc, on commence en started. Hop, on a dit que c'était modifié. Ongoing, on est à 0. Test modifié. Alors, parce que d'ailleurs, j'affiche quoi, le delta, ou j'affiche, hop, la valeur actuelle. Delta value. Alors, pour started, modifié de -2, ongoing 0, unmodifié de -1, ongoing 0, unmodifié de -2, ongoing 0, et test completed 0. Ok, donc ça c'est ce que c'est bon à la fin, le completed. Pour le l'input, pour le ongoing par contre, du scroll, juste ici, hop, ça me dit que ça prend l'état actuel 0. C'est pas normal. Quoi, input current. Ah, ouais. Alors, la valeur, théoriquement, donc je m'étais trompé sur ça. Donc la valeur, c'est la valeur actuelle, donc soit 1, soit 0, ou -2. Et le delta, c'est 0. Dans ce sens-là. Ok, et donc là, on aura, ça sera bon. Hop, si je fais ça, ouais, je me suis trompé. Hop, on va relancer. Voilà. -1, c'est bon. Hop, input state completed, on a dit que c'est à 0 maintenant. -1, 0, etc., etc. Donc, c'était pour le scroll. Vous voyez que c'est bien de faire des tests, et ça permet de pouvoir débugger toutes les possibilités. Donc ça, c'était bien pour le scroll. Hop, on va remettre en commentaire. Et maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est même beau de faire des tests, mais dans la pratique, c'est bien d'avoir un truc plus pratique. On va faire un contrôleur de caméra. Alors, mon contrôleur de caméra, voilà comment il fonctionne. Donc, j'ai des callbacks à chaque fois de move right, move left, move forward, move backward. Donc globalement, je vais juste associer les touches directionnelles du clavier à mes fonctions move right, move left, move forward, move backward. Mes fonctions move right ici vont déplacer la caméra dans le sens local. Donc par exemple, move right va se déplacer par rapport à la rotation de la caméra, get right direction. Donc on va venir placer la position. Cette position caméra pose plus caméra right fois 0,1. Alors ce fois 0,1, bon déjà normalement je devrais mettre une valeur de speed, donc ce serait bien de le faire. Donc si par exemple movement speed, on va mettre 0,1. Mais dans les moteurs de jeu ça ne suffit pas. Il faut aussi rajouter ce qu'on appelle le delta time. Et c'est la différence entre le temps de la frame précédente et la frame actuelle. Bon, bah, globalement, je ne vais pas le faire là. J'aurai une explication détaillée sur le delta time, comme vous allez le voir par la suite. Alors, dans d'autres vidéos. On va mettre movement speed. Hop. On n'oublie pas d'assigner cette valeur à 0, 1. Mouvement speed. Voilà. Ensuite, on avait quoi d'autre? Donc, on a mouvement right, mouvement left, mouvement backward.
des fonctions rotate x, rotate y. Donc si je vais dans rotate x, hop, donc là je vais prendre la position de la souris x et y, et je vais prendre non pas la valeur data.value, mais le delta value. Et on aura également hop, sensibility que j'utilise juste ici, sensibility. Et voilà, puis après on a aussi normalement, alors on a aussi une fonction qui s'appelle scroll. Alors on a rotate x, rotate y, deux fonctions qui vont permettre de dire qu'on souhaite contrôler la caméra ou qu'on souhaite ne pas contrôler la caméra. Donc pour pouvoir contrôler la caméra, je l'ai fait avec le bouton right de la souris. Et donc en fonction de quand on appuie, soit je le contrôle, soit je le contrôle plus. Et comme vous allez le voir, si je le lance, vous voyez bien que quand donc là il y a la souris qui est activée, et quand je désactive la souris, enfin quand j'appuie sur la touche show right, la souris est désactivée. Alors ça, comment j'ai procédé, c'est qu'on va utiliser l'API GLW pour pouvoir cacher la souris, et notamment lock la souris. Et pour ce faire, donc dans mon petit système, j'ai deux paramètres, donc lock input most input et must update most lock input. Donc ça c'est juste qui va définir l'état de la souris, donc soit il est locké, soit il est bloqué en fait, soit il est affiché, soit on peut le bouger. Et là c'est pareil, donc lock most input je mets à false, et je dis qu'on doit updater. Et pour ce faire, dans ma fonction donc process input, donc process input ici, tout à la fin, je vais dire donc si c'est vrai, on va mettre à jour avec l'API de bas niveau la souris, et donc je vais dire window lock mouse input avec mlock mouse input, donc la valeur actuelle, et là je remets à full. Et pour ce faire, voilà, je dis juste deux fonctions, soit si c'est lock je le mets en cursor disable, soit si c'est pas lock je le mets en normal, donc comme ceci. Deuxième chose, c'est que les mouvements de souris, en tout cas par l'API de Windows, est mis à l'échelle et accéléré. Globalement, nous on ne veut pas voir ça, nous on veut avoir la souris telle qu'il est renseigné à l'API de Windows, tel qu'il est détecté directement. Donc on va utiliser set input mode, et qui va prendre en paramètre glfw raw mouse motion à true. Et si je fais hop ici, donc juste vous montrer un peu la doc ici. Alors même on va pas mettre ça, on va mettre ça plutôt. Hop. Ici on voit que when the cursor is disabled, raw motion can be enabled, raw motion to the actual motion of the mouse across the surface. Donc c'est pas affecté ni par la mise à l'échelle, ni par l'accélération qui peut être appliquée, que peut appliquer on peut appliquer au mouvement du curseur du bureau. Donc ça, quand on fait comme ça, nous on veut pas vraiment ce mouvement, parce que là c'est mis en accélération, et nous on veut le mouvement tel qu'il est détecté. Donc pour ça que j'active ça. Et globalement c'est à peu près tout pour les callbacks que j'ai définis. Ouais, j'ai aussi défini une callback scroll move. Donc c'est juste comme ça, quand je vais activer le scroll, ça va aussi permettre de pouvoir avancer ou reculer. Donc en fonction de si c'est de la valeur est positive ou négatif. Et donc c'était à peu près tout. Sinon, ouais, voilà. Alors du coup, une fois qu'on a défini nos callbacks, donc je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Hop. D'ailleurs, hop, je vais juste aller dans l'update. Donc ici, dans mes rotates, j'ajoute delta X et delta Y. Pourquoi je n'oriente pas directement ma caméra directement dans la fonction rotate X et rotate Y? Tout simplement, je fais des économies de fonctions, c'est que la souris elle peut être détectée plusieurs fois par frame, et le changement d'état peut être détecté plusieurs fois par frame. C'est pour ça que je les ajoute et que je les reset à chaque fois par frame dans ma fonction update. Donc ici je rajoute, je définis delta x à 0 et delta y à 0.
Donc j'ai deux valeurs yo enfin pitch et yo. Donc pitch, ça sera l'orientation autour de l'axe X et yo sera autour de l'axe Y. Donc voilà, donc yo plus delta Y et pitch plus delta X. Mpitch, donc j'ai défini mpitch value et pitch max value. Donc c'est juste pour bloquer la caméra, si je vous montre un peu ce que ça donne. Hop, ici je définis aussi la rotation à la fin, donc avec pitch et yo en utilisant les angles de verre. Alors, donc, comme ça on va vous montrer. Donc ici vous voyez qu'on a la rotation et si je peux me déplacer aussi, hop, en avant, sur la droite, et je peux aussi tourner. Alors, si je vais juste vous montrer ce que ça fait quand ça lock, quand on est vraiment tout en haut. Vous voyez que là, je suis bloqué, je peux pas décaler, c'est que j'ai mis une petite une valeur de 89 et pas de 90 pour pas pouvoir faire des rotations à plus de 180 degrés. Donc voilà. Alors là, il y a un petit souci globalement, c'est que par exemple, si je tourne en même temps que vous voyez que ça tremble un peu. C'est notamment dû, même là ça tremble un peu, vous voyez, hein. C'est notamment dû à ce que la souris, en fait, quand on fait des petits mouvements, on les fait de manière saccadée. Et globalement, la souris n'est pas vraiment lissée, c'est pas continu. Et c'est pas vraiment ce qu'on veut dans un jeu ou même dans un moteur de jeu. Hop, si je vais dans bloc-notes, tac, même on peut mettre dans bloc-notes, on va dans Paint. Là, si je prends les valeurs de ma souris, en fait, elle fait des trucs comme ça, en fait. Là, vous voyez que c'est pas vraiment ce qu'on veut. Nous, on va avoir un truc un peu continu, donc le mieux ce qu'on voudrait, nous, c'est détecter des valeurs hop, bien continues. Au lieu d'avoir des petites saccades, c'est pas forcément utile. Alors, c'est notamment ce qu'on appelle, alors on va utiliser notamment ce qu'on appelle un filtre, un low pass filter. Globalement, je prends donc le livre ici, il explique assez bien. Donc, je sais pas si vous allez le voir. Game Engine Architecture, il explique vraiment comment régler ces soucis, notamment dans les inputs analogues, et on va utiliser notamment un low pass filter. Alors, on a plusieurs moyens de définir un low pass filter. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce qu'on appelle la moyenne, donc la moyenne de valeurs. Donc c'est pour ça que j'utilise ici average delta y, qui sont deux petites classes utilitaires que j'ai créées. Je me suis notamment basé sur le livre Game Engine Architecture de Jason Gregory. Et donc si je vais dans Moving Average, ici on va prendre, en fait, on va faire la moyenne des valeurs de la souris sur plusieurs frames. Donc là, ça va juste prendre plusieurs frames. Hop, ici on définit une taille, on définit des données. Donc si par exemple, on va revenir non, on va le faire ici. Si par exemple, vous voyez qu'ici dans caméra contrôleur, j'ajoute add sample ici, donc ça on va mettre en commentaire. Hop. Ici j'ajoute add sample. En fait à chaque fois je vais ajouter add sample de delta y et de delta x. Et si par exemple je détecte une direction de 5 vers la droite, puis de 2, puis de 1, en fait, ça va permettre de pouvoir prendre la moyenne, si je le fais par exemple sur 3 frames, prendre la moyenne de ces 3 frames, et ça va juste faire 5 plus 2 plus 1 divisé par 3. Ce qui donnera en fait à chaque fois, hop, divisé par 3, 5 plus 2 plus 1, 7, 8. Donc 8 divisé par 3, ça va donner à peu près 1, non, 2.66 à peu près, donc 2.66, et cette valeur qu'on va vraiment utiliser pour le delta. Alors voilà comment j'ai procédé. Donc j'ajoute msize, les données, la somme et current frame index à chaque fois. Donc
j'ai plusieurs fonctions. Moving average. Moving average qui va prendre une size, donc qui va prendre vraiment le nombre de frames. Enfin, en tout cas, dans mon utiliser le nombre de frames, on pourrait notamment utiliser pour d'autres que des frames. Resize, add sample et get average. Et si je vais dans hop, donc ça c'est dans moving average. Si je fais donc mdata resize, donc mdata c'est juste un vecteur. Hein. Et la suite d'initialisation, je mets ça 3 par défaut. D'ailleurs, comme ça. Ah. Donc là, c'est juste qu'on va prendre une taille particulière. Resize, on va juste pouvoir redéfinir notre tableau par défaut. Et ici, je viens donc supprimer. En fait, à chaque fois, je vais réécrire par-dessus les éléments et pouvoir avoir plusieurs frames à chaque fois, définir les frames à chaque fois. Donc là, je vais juste supprimer de somme la valeur actuelle. Je vais définir la valeur current frame à valeur. Je vais ajouter cette valeur à somme et je vais incrémenter current frame index. Et si je suis supérieur à current frame index à size, eh bien je refais une boucle. Donc je redéfinis à 0. Et get average va juste faut vérifier que la size n'est pas égale à 0, sinon ça ne va pas marcher. Ça veut juste récupérer la somme divisée par le nombre de frames. Donc globalement, si je vous montre ici, juste une petite boucle, comment ça fonctionne. Donc au départ, current frame 0 est égal à 0. Donc au début, mes données sont initialisées tout à 0. Hop. La première fois que je vais faire add sample, eh bien on va juste, on a current frame y qui sera égal à 0. Et donc on va tout simplement faire somme moins égal à 0. Tout simplement. Là, c'est pas vraiment utile. Après, je définis la valeur qu'on aura passée ici, dirons 3 par exemple. Et donc maintenant, mdata de 0 sera égal à 3. Donc voilà, j'ajoute cette valeur à somme. Donc somme égale à 3 aussi. Hop. Et j'incrémente current index à 1. Voilà. Et etc. jusqu'à hop. Ensuite, je fais la même chose. Donc current égale à 1. On est toujours somme égale à 0 parce que là, on prend cette valeur-là. Donc pour le moment, c'est égal à 0. Ici, je vais définir 1, par exemple, imagine j'ai 5. Et là, 3 plus 5, ça va faire 8 maintenant. Et hop, 2. Et à chaque fois, donc, je vais pouvoir récupérer la valeur actuelle en faisant mSum divisé par mSize. Donc, c'est à peu près comme ça que ça fonctionne. Donc, si je reviens dans caméra contrôleur, c'est pour ça que là, j'ajoute les samples et je viens récupérer la valeur moyenne du moving average à chaque fois. Que ici, je définis à 6 frames. Alors, c'est pas forcément, on pourrait le faire plus, on peut faire moins. Plus on fait moins, moins sera là. Vous allez voir que. Hop, alors juste. Tac. Vous voyez qu'il y a moins de. Donc, il y a moins de saccades. Là, on a plus des mouvements plus continus. Hop. Et si je repars à 1, c'est-à-dire que je prends la valeur telle qu'il est sur la frame actuelle, vous verrez que c'est. Hop. Vous voyez que là, on a plus de saccades. Donc, c'est mieux de prendre. Hop. Alors, globalement, cette méthode, elle a un petit retard. Parce que la moyenne, elle doit se calculer, quoi. Mais c'est assez pratique. Vous voyez que c'est beaucoup plus fluide. C'est beaucoup plus fluide que avoir juste. Voilà. C'était pour la petite explication sur le low pass filter.
Alors globalement, le low pass filter, il peut être, c'est notamment utilisé dans les signals et notamment pour les valeurs analogiques. Donc, on pourrait pousser un peu plus le truc et notamment il y a des formules un peu plus précises qui utilisent d'autres méthodes autres que la méthode de moyenne. Mais globalement, elle est bien ici cette méthode et c'est assez pratique. Alors, je crois que c'est à peu près tout pour les entrées utilisateurs. Donc là, c'est pratique, hein, c'est que maintenant on peut se déplacer dans l'espace, hein. On peut se déplacer dans l'espace avec la caméra. Alors j'ai fait aussi pour le scroll, hein. Là c'est le zoom. Donc juste c'est un peu pareil que aller en avant à droite, sauf que c'est du coup comme c'est un scroll, c'est plus saccadé. Hop, vous verrez que dans les moteurs de jeu, notamment, juste vous montrer un peu dans. Tac, donc, là-dedans. Dans les moteurs de jeu, ils utilisent plusieurs moyens de se déplacer dans une scène, par exemple. Donc, juste comme ça, je vous montre un peu comment ça fonctionne. Et même, je vais vous montrer un peu aussi dans Unreal Engine comment eux ils procèdent. Hop, on va lancer ça. Tac. Voilà, on va mettre ça, on va le laisser pour le moment. Ça, on va mettre en commentaire. Donc, hop, donc là par exemple, dans Unity, on a le scroll, hein. Vous verrez que si je me déplace, par exemple ici, eux ils ont de l'accélération. Donc plus on va vers la droite, plus, ça. Plus on va vers la droite, et plus ça va vite en fait. Et là c'est beaucoup plus vite, hein. Mais bon, pour le moment, on le gère pas ce cas-là. On a aussi par exemple, on a toujours eux ce qu'ils ont fait, c'est que quand tu restes appuyé sur la touche droite, ça tourne. Et par exemple, si tu appuies sur le scroll, hop, on peut déplacer la scène comme ça. Et sur Unreal Engine, on va faire un peu la même chose. Hop. Donc, on va aller là-dedans. Non, pas là-dedans. On va faire une petite scène. Map level. Hop. Donc save. Save plutôt. Hop. Alors là, on va rien voir. On va juste. Hop. Donc on peut se déplacer comme ceci. On peut se déplacer comme ceci, etc. etc. Donc là, c'est pour quand on appuie sur le scroll, on se déplace aussi comme sur Unity. Quand on se déplace ici, ça va se déplacer comme ça. Et pareil pour là. Et quand on tourne, hop, ça va se déplacer aussi pareil comme ça. En fait, tous les moteurs, globalement, en fait, les gestionnaires de 3D utilisent ce système-là. Donc pour le moment, moi, je ne l'ai pas fait. C'était juste pour vous montrer un peu juste les entrées utilisateurs de manière un peu simple. On pourra, quand on va faire vraiment une scène, un gestionnaire de scène, on pourra le faire. Mais pour le moment, on va essayer comme ceci. Alors, c'était à peu près tout. Hop, on va revenir ici. Alors, donc là, on a fait un entrée utilisateur un peu, assez utile quand même, mais il manque encore quelques fonctionnalités. Notamment, on ne gère pas le fait de pouvoir binder, de pouvoir détecter plusieurs inputs à la fois qui sont appuyés. Par exemple, si on souhaite détecter la touche sauter, enfin espace par exemple, et la touche shift en même temps et d'appeler des callbacks en conséquence, on ne le fait pas pour le moment. Et globalement, c'est pas forcément très problématique pour le moment. Là, notre système est assez complet, on va dire. Il manque quand même certaines choses, hein, dans tous les cas. Mais on aura l'occasion de pouvoir les rajouter par la suite. Alors n'hésitez pas à me dire ce qui n'a pas été compris dans cette vidéo et ce qui a été compris. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à mettre un commentaire. Je vous dis à la prochaine, c'était Marwan pour de nouvelles quêtes d'un programmeur.